La politique d'Aristote, livre second, chapitre 2. Sommaire, suite de l'examen de la République de Platon. Critique de ses théories sur la communauté des biens. Difficultés générales qui naissent des communautés, quelles qu'elles soient. La bienveillance réciproque des citoyens peut, jusqu'à un certain point, remplacer la communauté et vaut mieux qu'elle. Importance du sentiment de la propriété. Le système de Platon n'a qu'une apparence séduisante. Il est impraticable et n'a pas les avantages que l'auteur lui trouve. Quelques critiques sur la position exceptionnelle des guerriers et sur la perpétuité des magistratures. La première question qui se présente après celle-ci, c'est de savoir quelle doit être, dans la meilleure constitution possible de l'État, l'organisation de la propriété, et s'il faut admettre ou rejeter la communauté des biens. On peut d'ailleurs examiner ce sujet indépendamment de ce qu'on a pu statuer sur les femmes et les enfants. En conservant à leur égard la situation actuelle des choses et la division admise par tout le monde, je demande, en ce qui concerne la propriété, si la communauté doit s'étendre au fonds ou seulement à l'usufruit. Ainsi, les fonds de terre étant possédés individuellement, faut-il en apporter et en consommer les fruits en commun, comme le pratiquent quelques nations ? Ou au contraire, la propriété et la culture étant communes, en partager les fruits entre les individus, espèce de communauté qui existe aussi à Surton chez quelques peuples barbares ? Ou bien les fonds et les fruits doivent-ils être mis également en communauté ? Si la culture est confiée à des mains étrangères, la question est tout autre et la solution plus facile. Mais si les citoyens travaillent personnellement pour eux-mêmes, elle est beaucoup plus embarrassante. Le travail et la jouissance n'étant pas également répartis, il s'élèvera nécessairement contre ceux qui jouissent ou reçoivent beaucoup tout en travaillant peu, des réclamations de la part de ceux qui reçoivent peu tout en travaillant beaucoup. Entre hommes, généralement, les relations permanentes de vie et de communauté sont fort difficiles, mais elles le sont encore bien davantage pour l'objet qui nous occupe ici. Qu'on regarde seulement les réunions des voyages, où l'accident le plus fortuit et le plus futile suffit à provoquer la dissension. Et parmi nos domestiques, n'avons-nous pas surtout de l'irritation contre ceux dont le service est personnel et de tous les instants ? À ce premier inconvénient, la communauté des biens en joint encore d'autres non moins graves. Je lui préfère de beaucoup le système actuel, complété par les mœurs publiques et appuyé sur de bonnes lois. Il réunit les avantages des deux autres, je veux dire, de la communauté et de la possession exclusive. Alors la propriété devient commune en quelque sorte, tout en restant particulière. Les exploitations étant toutes séparées ne donneront pas naissance à des querelles. Elles prospéreront davantage, parce que chacun s'y attachera comme à un intérêt personnel, et la vertu des citoyens en réglera l'emploi selon le proverbe « Entre amis, tout est commun ». Aujourd'hui même, on retrouve dans quelques cités des traces de ce système qui prouvent bien qu'il n'est pas impossible, et surtout dans les États bien organisés où il existe en partie et où il pourrait être aisément complété. Les citoyens, tout en possédant personnellement, abandonnent à leurs amis ou leur empruntent l'usage commun de certains objets. Ainsi, à Lacédémone, chacun emploie les esclaves, les chevaux d'autrui, comme s'ils lui appartenaient en propre. Et cette communauté s'étend jusque sur les provisions de voyage quand on est surpris au champ par le besoin. Il est donc évidemment préférable que la propriété soit particulière et que l'usage seul la rende commune. Amener les esprits à ce point de bienveillance regarde spécialement le législateur. Du reste, on ne saurait dire tout ce qu'ont de délicieux l'idée et le sentiment de la propriété. L'amour de soi que chacun de nous possède n'est pas un sentiment répréhensible, c'est un sentiment tout à fait naturel. Ce qui n'empêche pas qu'on blâme à bon droit l'égoïsme qui n'est plus ce sentiment lui-même et qui n'en est qu'un coupable excès. Comme on blâme l'avarice, quoi qu'il soit naturel, on peut dire à tous les hommes d'aimer l'argent. C'est un grand charme que d'obliger et de secourir des amis, des hôtes, des compagnons. Et ce n'est que la propriété individuelle qui nous assure de ce bonheur-là. On le détruit quand on prétend établir cette unité excessive de l'État,
de même qu'on enlève encore à deux autres vertus toute occasion de s'exercer. D'abord à la continence, car c'est une vertu que de respecter par sagesse la femme d'autrui, et en second lieu à la générosité qui ne va qu'avec la propriété. Car dans cette République, le citoyen ne peut jamais se montrer libéral, ni faire aucun acte de générosité, puisque cette vertu ne peut naître que de l'emploi de ce qu'on possède. Le système de Platon a, je l'avoue, une apparence tout à fait séduisante, de philanthropie. Au premier aspect, il charme par la merveilleuse réciprocité de bienveillance qu'il semble devoir inspirer à tous les citoyens. Surtout quand on entend faire le procès aux vices des constitutions actuelles et les attribuer tous à ce que la propriété n'est pas commune. Par exemple, les procès que font naître les contrats, des condamnations pour faux témoignages, les vils empressements auprès des gens riches. Mais ce sont là des choses qui tiennent non point à la possession individuelle des biens, mais à la perversité des hommes. Et en effet, ne voit-on pas les associés et les propriétaires communs bien plus souvent en procès entre eux que les possesseurs de biens personnels? Et encore, le nombre de ceux qui peuvent avoir de ces querelles dans les associations est-il bien faible comparativement à celui des possesseurs de propriétés particulières? D'un autre côté, il serait juste d'énumérer non pas seulement les maux, mais aussi les avantages que la communauté détruit. Avec elle, l'existence me paraît tout à fait impraticable. L'erreur de Socrate vient de la fausseté du principe d'où il part. Sans doute l'État et la famille doivent avoir une sorte d'unité, mais non point une unité absolue. Or, cette unité poussée à un certain point, l'État n'existe plus, ou s'il existe, sa situation est déplorable. Car il est toujours à la veille de ne plus être. Autant vaudrait prétendre faire un accord avec un seul son, un rythme avec une seule mesure. C'est par l'éducation qu'il convient de ramener à la communauté et à l'unité l'État, qui est multiple, comme je l'ai déjà dit. Et je m'étonne qu'en prétendant introduire l'éducation et par elle le bonheur dans l'État, on s'imagine pouvoir le régler par de tels moyens plutôt que par les mœurs, la philosophie et les lois. On pouvait voir qu'à Lacédémone et en Crète, le législateur a eu la sagesse de fonder la communauté des biens sur l'usage des repas publics. On ne peut refuser non plus de tenir compte de cette longue suite de temps et d'années où certes un tel système, s'il était bon, ne serait pas resté inconnu. Et ce genre, on peut le dire, a été imaginé. Mais telles idées n'ont pas pu prendre et telles autres ne sont pas mises en usage, bien qu'on les connaisse. Ce que nous disons de la République de Platon serait encore bien autrement évident si l'on voyait un gouvernement pareil exister en réalité. On ne pourrait d'abord l'établir qu'à cette condition de partager et d'individualiser la propriété en donnant une portion, ici au repas commun, là à l'entretien des fratries et des tribus. Alors toute cette législation n'aboutirait qu'à interdire l'agriculture aux guerriers, et c'est précisément ce que de nos jours cherchent à faire les Lacédémoniens. Quant au gouvernement général de cette communauté, Socrate n'en dit mot, et il nous serait tout aussi difficile qu'à lui d'en dire davantage. Cependant, la masse de la cité se composera de cette masse de citoyens à l'égard desquels on n'aura rien statué. Pour les laboureurs, par exemple, la propriété sera-t-elle particulière ou sera-t-elle commune? Leurs femmes et leurs enfants seront-ils ou ne seront-ils pas en commun? Si les règles de la communauté sont les mêmes pour tous, où sera la différence des laboureurs aux guerriers? Où sera pour les premiers la compensation de l'obéissance qu'ils doivent aux autres? Qui leur apprendra même à obéir? À moins qu'on emploie à leur égard l'expédient des Crétois qui ne défendent que deux choses à leurs esclaves, se livrer à la gymnastique et posséder des armes. Si tous ces points sont réglés ici comme ils le sont dans les autres États, que deviendra dès lors la communauté? On aura nécessairement constitué dans l'État deux États ennemis l'un de l'autre, car des laboureurs et des artisans on aura fait des citoyens, et des guerriers on aura fait des surveillants chargés de les garder perpétuellement. Quant aux dissensions, aux procès et aux autres vices que Socrate reproche aux sociétés actuelles,
j'affirme qu'ils se retrouveront tous sans exception dans la sienne. Il soutient que, grâce à l'éducation, il ne faudra pas dans sa République tous ces règlements sur la police, la tenue des marchés et autres matières aussi peu importantes. Et cependant, il ne donne d'éducation qu'à ses guerriers. D'un autre côté, il laisse aux laboureurs la propriété des terres à la condition d'en livrer les produits. Mais il est fort à craindre que ces propriétaires-là ne soient pas bien autrement indociles, bien autrement fiers que les ilotes, les pénestes ou tant d'autres esclaves. Socrate, au reste, n'a rien dit sur l'importance relative de toutes ces choses. Il n'a point parlé davantage de plusieurs autres qui leur tiennent de bien près, tels que le gouvernement, l'éducation et les lois spéciales à la classe des laboureurs. Or, il n'est ni plus facile ni moins important de savoir comment on l'organisera pour que la communauté des guerriers puisse subsister à côté d'elle. Supposons que pour les laboureurs ait lieu la communauté des femmes avec la division des biens. Qui sera chargé de l'administration comme les maris le sont de l'agriculture ? Qui en sera chargé en admettant pour les laboureurs l'égale communauté des biens et des femmes ? Certes, il est fort étrange d'aller ici chercher une comparaison parmi les animaux pour soutenir que les fonctions des femmes doivent être absolument celles des maris, auxquels on interdit du reste toute occupation intérieure. L'établissement des autorités, tel que le propose Socrate, offre encore bien des dangers. Il les veut perpétuels. Cela seul suffirait pour causer des guerres civiles, même chez des hommes peu jaloux de leur dignité, à plus forte raison parmi des gens belliqueux et pleins de cœur. Mais cette perpétuité est indispensable dans la théorie de Socrate. Dieu verse l'or non point tantôt dans l'âme des uns, tantôt dans l'âme des autres, mais toujours dans les mêmes âmes. Ainsi Socrate soutient qu'au moment même de la naissance, Dieu mêle de l'or dans l'âme de ceux-ci, de l'argent dans l'âme de ceux-là, de l'airain et du fer dans l'âme de ceux qui doivent être artisans ou laboureurs. Il a beau interdire tous les plaisirs à ses guerriers, il n'en prétend pas moins que le devoir du législateur est de rendre heureux l'État tout entier. Mais l'État tout entier ne saurait être heureux quand la plupart ou quelques-uns de ses membres, sinon tous, sont privés de bonheur. C'est que le bonheur ne ressemble pas au nombre pair dans lesquels la somme peut avoir telle propriété que n'a aucune des parties. En fait de bonheur, il en est autrement. Et si les défenseurs même de la cité ne sont pas heureux, qui donc pourra prétendre à l'être ? Ce ne sont pas apparemment les artisans ni la masse des ouvriers attachés aux travaux mécaniques. Voilà quelques-uns des inconvénients de la République vantée par Socrate. J'en pourrais indiquer encore plus d'un autre non moins sérieux.